Bonjour mon colonel, Bonjour. ravi de vous rencontrer pour le Journal du Coin, d'avoir l'opportunité de vous interviewer à l'occasion de Surfing Bitcoin 2023. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Alors justement, c'est un petit peu une occasion particulière d'avoir un représentant des forces de l'ordre parmi nous aujourd'hui. Est-ce que, comme certainement nos lecteurs et nos auditeurs vont pas forcément vous connaître, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à se rencontrer à l'occasion d'une conférence sur les crypto-monnaies? Alors, il faut distinguer l'homme et l'infrastructure. Moi, je suis le colonel Nicolas Duvinage, donc de la gendarmerie nationale. Je suis ingénieur de formation et gendarme de métier. Et j'appartiens au ComCyberGend, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, qui est une structure qui est à la fois centrale, mais également territoriale. En centrale, nous sommes 200 hommes et femmes de la gendarmerie à lutter contre la cybercriminalité, aussi bien en termes de prévention que de répression, de formation de nos propres troupes, de sensibilisation du grand public, des entreprises, mais également nous participons à la construction des normes, des lois, etc. Mais nous avons également la responsabilité de 8000 cyberenquêteurs qui sont répartis sur tout le territoire national et outre-mer, dont environ 500 travaillent à temps plein sur la cybercriminalité. D'accord. Et alors il me semble que vous avez été le responsable, le chef du C3N, donc qui est le Centre de lutte contre les criminalités numériques. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que les criminalités numériques? Quelles sont les principales activités de cette entité? Alors le C3N que j'ai effectivement commandé il y a quelques années, c'est un des 4 piliers du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, c'est le pilier répressif. Donc la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est? On a tendance à distinguer 2 grandes familles de cybercriminalité. La cybercriminalité en propre, c'est-à-dire celle qui n'existait pas avant et qui n'existe que par et pour le numérique, l'informatique, Internet, les cryptos, etc. Donc typiquement, ça va être les atteintes au système de traitement automatisé de données, donc le hacking, les ransomware, etc. Et puis il y a toutes les infractions qui existaient déjà avant, mais dont la commission est très largement facilitée par le numérique. Ça va être par exemple les escroqueries en ligne, la pédopornographie, etc. D'accord. Et donc tous ces enquêteurs qui travaillent sur ces sujets, qu'est-ce qui revient? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ces dernières années sur les escroqueries ou les crimes qui sont commis sur Internet? En lien avec la crypto? En lien avec la crypto ou de manière plus générale avant qu'on bascule? Alors, les escroqueries en ligne, c'est une tendance de fond depuis de nombreuses années. Ça a été très rapidement à un niveau très élevé et ça continue de croître, malheureusement. C'est basé sur une partie de crédulité ou de naïveté des victimes ou de victimes qui se pensent exemptes de ce type d'escroquerie, qui pensent être vraiment immunisées de tout cela, suffisamment protégées, donc qui ont leur défense qui tombe un petit peu, leur méfiance qui tombe. On a les ransomware qui ont explosé ces 5 à 6 dernières années, avec des paiements en crypto pour le coup. Là, c'est systématique, c'est toujours du paiement en crypto. Donc c'est les 2 grandes tendances de fond et malheureusement aussi tout ce qui tourne autour de la pédopornographie qui reste à un niveau assez élevé où on commence d'ailleurs à avoir un petit peu de paiement en crypto. D'accord, oui. Malheureusement, effectivement, c'est toujours quelque chose qui se développe. Et donc, j'imagine que la pédopornographie, ça vous emmène à enquêter sur ce qu'on appelle le dark web. Alors, le dark web, on y trouve des choses tout à fait légales. Le dark web en soi, c'est pas illégal. C'est comme les cryptos. Il y a 99%. C'est un outil et on peut en faire. 99% des utilisateurs de crypto sont des honnêtes gens. 99,9% des entrepreneurs de crypto sont des honnêtes entrepreneurs. Et puis malheureusement, comme dans tous les domaines de la vie, il y a une petite fraction de brebis galeuses. C'est pareil pour les cryptos, c'est pareil pour plein d'autres outils. Donc sur le dark web, malheureusement on trouve des trafics de stupes, des ventes d'armes, des ventes de faux documents, des ventes de bases de données leakées, souvent avec du paiement en crypto parce que c'est un moyen entre guillemets réputé anonyme. On y reviendra justement là-dessus, tout à fait. On peut en discuter, mais en tout cas, il y a cette réputation-là. Ça permet également, malheureusement, de donner accès à des contenus payants en matière de pédopornographie. Et donc, oui, on travaille beaucoup aussi sur le dark web.
Et le fait que les cryptos soient venus s'intégrer à ce mécanisme criminel, alors, qui effectivement c'est un outil, donc on peut avoir des paiements crypto tout à fait légitimes, comme Absolument. malheureusement le Bitcoin qui est utilisé par des gens qui ont des intentions malveillantes. Est-ce que ça a dû justement, ça a dû forcément pousser la gendarmerie à développer des nouvelles compétences, des nouveaux métiers? Oui. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui vont dire peut-être que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui s'est développé au sein de la Oui. gendarmerie sur ce Alors on a sujet-là? effectivement de très gros enjeux internes avant tout, qui sont des enjeux de formation de nos propres troupes, de nos propres gendarmes. Le gendarme, il est à l'image de la population. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a des gendarmes qui sont nés avec la crypto. Il y a des gendarmes qui sont nés à une époque où le téléphone portable n'existait pas, où Internet n'existait pas. Donc il y a un fossé générationnel dans la population française, mais dans la gendarmerie aussi. Et indépendamment de l'âge ou de ce fossé générationnel, il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés, plus ou moins à l'aise avec la techno. Donc on a de gros enjeux de formation. Au niveau central, des spécialistes, des experts, on en a plus d'une centaine aujourd'hui à travers un stage qui est le stage FinTech qu'on a créé dès 2019. Nous avons formé donc un peu plus d'une centaine de gendarmes, mais également d'autres enquêteurs d'autres administrations partenaires en France, en Europe ou au-delà. On a des enjeux d'équipement aussi en termes d'outils logiciels, qu'il s'agisse d'outils commerciaux, certains sont bien connus, d'outils open source ou même d'outils qu'on développe nous-mêmes. D'accord. Et puis, il y a également la question de la formation, j'allais dire, au dernier kilomètre, puisque avoir des experts de haut niveau à l'échelon central, à l'échelon national, c'est bien, c'est important, c'est même indispensable. Mais il faut aussi avoir des gendarmes qui, jusqu'au dernier kilomètre, dans la brigade territoriale ou dans le commissariat pour la police, où les gens vont porter plainte, il faut avoir aussi des gens qui comprennent un petit peu, qui n'ont pas forcément besoin d'être experts en crypto, mais qui ont besoin de savoir ce que c'est. Exactement. Donc on a des enjeux et de formation de haut niveau en centrale pour un petit nombre de gendarmes, et un enjeu de formation d'initiation, mais pour un très grand nombre de gendarmes. Donc on est vraiment preneur de toutes les bonnes volontés. Nous avons des réservistes, ainsi que des réservistes citoyens, c'est-à-dire des gens qui donnent de leur temps privé, personnel, en étant ou pas rémunérés selon le statut de réserviste, et donc qui nous apportent leurs compétences, qui nous apportent leur savoir, leur expérience. C'est des gens qui interviennent plus ponctuellement? Oui, oui, ce sont des gens qui interviennent ponctuellement. Tout le monde a entendu parler chez les pompiers des pompiers volontaires. Tout à fait. Eh bien, les réservistes, c'est un peu la même chose pour la gendarmerie. D'accord, très bien. Mais voilà. Donc si parmi ceux qui nous écoutent, ça peut éveiller des vocations ou au moins des intérêts, c'est intéressant. Absolument, soit à titre personnel, donc en tant que réserviste, soit en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, s'il y a soit des technologies à nous faire découvrir, soit des prestations de formation éventuellement à nous proposer, même si on a nos propres dispositifs de formation, on est toujours ouvert au dialogue, à la découverte. Et puis, si on veut nous apporter des informations ou nous signaler des phénomènes nouveaux ou émergents, on est évidemment très à l'affût aussi. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, c'est un domaine qui évolue si vite. Oui, pour tout le monde de rester à la page. Une nouvelle techno, un nouveau produit, ça génère de nouveaux usages pour le citoyen, pour les entreprises, mais ça génère aussi de nouveaux usages pour les criminels, de nouvelles opportunités criminelles, et à contrario, ça génère aussi pour nous de nouvelles opportunités d'enquête. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit en permanence à l'affût des évolutions techno. D'accord. Et je dis ça parce que on avait souvent entendu effectivement que Bitcoin servait à blanchir de l'argent, c'est quelque chose qui revient assez souvent, que vous avez même peut-être certainement constaté peut-être aux alentours des années 2017, ou même les criminels peut-être, ou en tout cas ceux qui commettaient des actes illégaux, n'avaient pas forcément cette connaissance de toute la transparence de la blockchain et qu'en fait toutes les transactions restaient publiques et qu'on pouvait remonter comme ça. Est-ce que vous avez constaté, vous, une évolution? Est-ce qu'on est passé d'une utilisation de Bitcoin qui était faite d'incompréhension par les criminels à peut-être d'autres outils? On a d'autres crypto-monnaies qui sont encore plus difficilement traçables, on va dire. Les criminels, ils sont comme le citoyen, comme les entrepreneurs, à la différence près qu'ils sont criminels, qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils sont à l'affût de toutes les opportunités technologiques. Donc quand Bitcoin est apparu, ils se sont dit qu'il y avait peut-être de mauvais usages à en faire. Au-delà des 99,9% d'usages licites, il y avait peut-être des mauvais usages à en faire. Et donc, ils ont découvert qu'avec Bitcoin, on pouvait, par exemple, faire des transactions sur le dark web, qu'on pouvait blanchir, etc. Et puis, quand
d'autres cryptos sont apparus ou d'autres produits ou technos se sont développés, eh ben, certains ont conservé Bitcoin, d'autres ont basculé sur d'autres supports. Donc effectivement, il y a aussi ce genre d'usage, que ce soit du blanchiment de trafic de stupéfiants par exemple. C'est un moyen de paiement pour des biens ou services illicites, des armes sur le dark web, des stupes, des faux papiers, des leaks, donc des données volées. Malheureusement aussi parfois des contenus pédopornographiques payants. Donc effectivement, il y a malheureusement un peu de tous les usages. Pour ce dernier type de contenu, il me semble que vous pouviez faire ce qu'on appelle des enquêtes sous pseudonyme sur le dark web. Oui. Et vous avez appelé de vos voeux, j'avais retrouvé une interview de vous qui disiez ce serait intéressant d'élargir quand même cette possibilité d'enquête à d'autres crimes et délits. Eh ben c'est fait. C'est fait, voilà, ça a été fait. Donc vous avez on a réussi à aboutir. En schématisant un petit peu, tout crime et délit puni d'une peine de prison, je crois que c'est plus d'1 an, sous le contrôle toujours du magistrat, donc le juge d'instruction ou le procureur, on travaille toujours sous le contrôle d'un magistrat, nous autorise à nous faire passer pour un criminel, pour un complice ou pour une victime, et à entrer en contact avec les auteurs d'infractions pour des transactions, par exemple, y compris en crypto. D'accord. Donc il faut déjà, enfin pour que ce soit tout à fait clair, vous venez de le dire, mais il faut quand même qu'il y ait une validation a priori du juge et un contrôle ensuite a posteriori de l'enquête. Donc tout ça est très cadré, très réglementé. On n'est pas Big Brother. Voilà, en France et en Europe, on est un espace de droit, d'état de droit, un espace de liberté d'entreprendre et pour le citoyen. Et donc la police, la gendarmerie, la justice ne font pas ce qu'ils veulent, ne font pas ce qu'elles veulent. On est très encadré, c'est pas le Far West. Les gendarmes, les policiers, nous sommes en permanence sous la supervision et sous le contrôle du procureur ou du juge d'instruction. On leur demande l'autorisation pour chacun des actes que l'on fait. Il y a une validation systématique, il y a un contrôle a priori et a posteriori de ce que l'on fait. Et on n'est pas là, et on n'en a pas le droit, et de toute façon, on ne serait pas assez nombreux, on n'aurait pas les outils pour surveiller tout le monde. Ce n'est absolument pas ni notre métier, ni notre vocation, ni le droit français ou européen. D'accord, bon, ça va rassurer certainement une partie de l'audience. Est-ce que vous l'entendez ça? Parce qu'il y a un bruit de fond un petit peu ces derniers mois où on entend qu'il y a peut-être des dérives autoritaires ou que les textes se durcissent, qu'on est sous une surveillance. Il y en a qui parlent de cyberpolice. Et donc on a une défiance qui s'installe vis-à-vis de l'autorité, des gens qui ont peur. Est-ce que vous entendez cette crainte peut-être légitime ou pour finalement les 0,01% dont vous avez parlé, on va mettre sous surveillance l'entièreté de la population? Est-ce que vous entendez un petit peu cette crainte et si vous deviez rassurer ceux qui justement s'en inquiètent, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Ce que je peux dire, c'est que les crimes et délits qui utilisent la crypto, elles sapent la confiance dans le marché de la crypto, elles sapent la confiance dans les acteurs licites de la crypto et elles ternissent potentiellement l'image des cryptos en général. Donc notre action, elle est là d'abord et avant tout pour arrêter les criminels qui conduisent qui sont les auteurs d'actes graves, on l'a dit, de la pédopornographie, des escroqueries à grande échelle qui escroquent des milliers de personnes, des extorsions, des ransomware. Quand on a un hôpital qui ne fonctionne plus pendant plusieurs jours avec une rançon en crypto, il y a quand même un problème quelque part. Quand il y a des opérations chirurgicales qui sont déplacées, quand il y a des hôpitaux qui sont fermés, ça pose question. Donc on est vraiment sur des infractions graves. Et donc en arrêtant ces criminels, on contribue aussi à assainir le petit pouillème de pourcent d'utilisateurs de crypto qui sont malhonnêtes et le petit pouillème d'entrepreneurs de crypto qui par exception, par rapport à la règle générale, ont de mauvaises intentions. Et donc on contribue aussi à renforcer la confiance du citoyen dans ce marché. D'accord, c'est intéressant parce qu'à vous entendre, du coup, on comprend qu'il n'y a pas un a priori négatif ou que l'usage, en tout cas, des cryptoactifs n'implique pas un a priori négatif, justement. Mais je vais vous faire une confidence. Allez-y. Il y a un grand nombre des gendarmes sous mes ordres qui, à titre privé, sont utilisateurs de crypto. La crypto, en France, ce n'est pas illégal. Tout à fait. Et utiliser de la crypto, c'est pas criminel. Et comme vous le dites, c'est vrai que c'est un milieu qui peut avoir
eu son image ternie par de nombreux scandales, des arnaques en tout genre, et il y a encore un certain nombre de gens qui ne comprennent pas exactement soit à quoi ça sert, et où justement que ça peut aussi être utilisé, et c'est le but premier, à des fins illégales. Donc c'est bien de l'entendre venant d'un représentant des forces de l'ordre que voilà, c'est pas illégal, vous pouvez utiliser la crypto, et ça ne va pas générer de la surveillance ou Absolument. une défiance même de l'autorité du simple fait d'utiliser ces outils, qui sont reconnus maintenant dans la Oui, réglementation. Et absolument. donc, effectivement, La loi française consacre l'usage des cryptos en les encadrant, et c'est normal. Il y a plein de choses qui sont encadrées. Prendre une voiture, rouler avec une voiture, c'est encadré. Et pourtant, on peut faire des casse-béliers avec des voitures, on peut tuer quelqu'un au volant d'une voiture, et c'est pour ça que c'est encadré, la voiture. Ben, la crypto, c'est pareil. Il y a plein d'outils du quotidien qui sont encadrés. et est-ce que vous intervenez aussi quand, par exemple, alors peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en France, mais quand un protocole se fait hacker, par exemple, et que les fonds sont subtilisés par un hacker, est-ce que la gendarmerie intervient aussi sur ce genre de cas, outre les arnaques qui visent les particuliers? Est-ce que quand ça vise aussi des entreprises, Oui, absolument. On intervient aussi bien au profit des particuliers que des entreprises, à travers notamment le dépôt de plainte ou des signalements. Je précise quand même une chose importante, c'est que nous ne sommes pas TRACFIN. Donc on ne reçoit pas de déclaration de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme par les PSAN ou par d'autres acteurs régulés. En revanche, quand TRACFIN a étayé un signalement et transmet le dossier à la justice, eh bien, les magistrats peuvent saisir la gendarmerie, le ComCyberGend, pour enquêter. Donc on enquête soit sur plainte, soit sur signalement qui nous arrive par le biais de la justice. Et donc on a des gendarmes formés, on a des outils, on a des méthodes, et je crois qu'on a fait nos preuves dans un certain nombre de grands dossiers médiatiques et emblématiques ces derniers mois, ces dernières années. On est capable d'agir, d'obtenir des résultats. Il y a, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, nous sommes allés en Ukraine avec la collaboration de la police ukrainienne et du FBI et d'Europol, interpeller des auteurs de ransomware en Ukraine avec saisie de voitures, saisie de cash, saisie de crypto. Et puis vous avez évidemment suivi les conférences de presse du mois de janvier qui ont été organisées et côté français et côté américain sur cette grande plateforme pour laquelle on a saisi côté français l'équivalent de plus de 20 millions d'euros en crypto sur fond de blanchiment. D'accord. Oui, ce qui n'est pas neutre, effectivement, et d'où Oui. donc une action reconnue de la gendarmerie. Est-ce que vous avez aussi un rôle, donc là on parle des enquêtes, des sanctions, est-ce que la gendarmerie a aussi un rôle de prévention? Absolument. Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, le ComCyberGend, c'est à la fois de la prévention, de la répression, de la technique et aussi du juridique, de la formation, de la stratégie, des partenariats. Et donc la prévention, c'est un pilier essentiel. Je dirais même que quand il y a un dépôt de plainte, une enquête judiciaire, on pourrait croire qu'une interpellation, c'est un succès. Oui, évidemment, on est toujours content d'interpeller un criminel. Mais quand une infraction a été commise, c'est l'échec de la prévention. Oui. Et donc, l'objectif, c'est quand même, certes, d'arrêter des criminels, mais c'est surtout et avant tout d'éviter que les criminels passent à l'action. Et donc, pour éviter que les criminels passent à l'action et pour éviter que des victimes se fassent, par exemple, escroquer, ben, on a un gros travail de prévention à faire. Et effectivement, c'est un pilier essentiel du ComCyberGend et de la gendarmerie. Et par quel canal vous faites cette prévention? On a même l'impression, avec les banques, il y a les fraudes par carte bancaire que vous devez voir beaucoup aussi. C'est quand même des choses, les banques ont beau alerter, ou quand on se connecte sur sa messagerie ou sur son application bancaire, on a souvent des messages de prévention. Et les gens, pourtant, continuent de tomber dans le piège. Et j'ai l'impression que plus on a des moyens techniques qui sont sécurisés, et plus effectivement les escrocs vont viser le maillon faible. Et c'est souvent, malheureusement, l'humain qui est au bout de la chaîne. Oui. Et les banques n'arrivent pas forcément à protéger tous leurs utilisateurs. Et est-ce que quel canal vous utilisez justement pour informer les citoyens? C'est une question importante. On s'adresse en matière de prévention aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Les particuliers, on va faire de la prévention essentiellement aux deux extrémités de la vie. D'une part, les plus jeunes, les enfants, les collégiens, les lycéens, dans les écoles, dans les collèges,
Ceux qui sont plus soumis peut-être à l'influence des réseaux sociaux, justement. Parce qu'ils sont soumis à l'influence des réseaux sociaux, parce que c'est une période de la vie où on apprend beaucoup de choses, où on écoute beaucoup de choses et où on peut encore facilement former et sensibiliser. On apprend à nos enfants à traverser la route sur le passage clouté quand le petit bonhomme est vert. On peut aussi leur apprendre à se méfier d'un certain nombre d'arnaques, d'escroqueries ou de comportements en ligne. Et puis les seniors sont vulnérables aussi, notamment vis-à-vis des arnaques. Mais il ne faut pas oublier les gens qui ont entre 25 et 65 ans et qui se pensent immunisés des escroqueries. Et puis il y a la prévention vis-à-vis des entreprises. Et notamment, là, il y a un certain nombre de métiers qui, depuis quelques années, sont en train de se numériser à vitesse grand V. Et qui peuvent être exposés à des risques, donc avec lesquels on travaille. Je pense notamment aux notaires, aux experts comptables, aux avocats. Oui, il y en a de plus en plus de fraudes au virement. Alors, il y a eu toute une période avec les fraudes au président. On a eu un gros travail de prévention. Ça a permis de largement diminuer ce type de fraude. En revanche, les intrusions dans les systèmes de traitement automatisé de données, donc les piratages, restent à un niveau assez élevé, notamment vis-à-vis des petites entreprises et des indépendants. Ceux qui ont malheureusement le moins de moyens techniques. Moins de moyens, ou alors qui n'en ont pas conscience. Ou qui n'en font peut-être pas une priorité, Absolument. parce que quand vous avez une entreprise que vous êtes en train de lancer, et il y a des entrepreneurs Mais qui quand vous vous avez toutes les données de tous vos clients, y compris des données sensibles qui sont piratées, volées, diffusées, et qu'on vous réclame une rançon, là vous prenez conscience du risque. Toujours sur le terrain de la prévention, on a vu ces dernières semaines, que c'était surtout à l'étranger, mais des faits divers un petit peu marquants sur des détenteurs ou des influenceurs crypto qui ont été retrouvés dans des situations déjà morts et ensuite pas forcément entiers. Est-ce que vous avez un message à faire passer alors c'est certainement du bon sens, mais pour ceux qui nous regardent ou tous ceux qui sont dans le milieu des cryptos, pour éviter justement les arnaques et puis aussi, ne serait-ce que les agressions physiques. On a vu qu'à Londres, par exemple, il y a une recrudescence des agressions physiques envers les gens qui, par exemple, vont consulter leur wallet dans le métro. C'est peut-être quelque chose à ne pas faire. Peut-être que vous avez d'autres conseils, justement. Déjà, vous dire que malheureusement, ça n'arrive pas qu'en dehors de France. C'est déjà arrivé en France. Et le ComCyberGend a déjà apporté son appui il y a quelques mois dans une enquête régionale, pour laquelle je ne donnerai pas de détails, l'enquête est toujours en cours, mais où un jeune homme a été frappé et malheureusement décédé parce que les auteurs tentaient de lui extorquer sa CID et lui voler ses cryptos. Et donc nous sommes intervenus pour identifier les auteurs. Ensuite, des conseils de prévention. De la même façon qu'on ne se promène pas ou qu'on essaye d'être prudent, on n'étale pas forcément ses bijoux, son sac à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans n'importe quelle rue. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui effectivement ne nous viendrait pas à l'esprit avec des billets de 100, de les sortir comme ça. Et en matière de crypto, comme les gens n'ont pas encore forcément pris tous ces réflexes ou il va falloir parce que les c'est prendre. numérique, il va falloir c'est les peut-être prendre. moins sensible. Il va falloir les prendre parce que il y a quelques années, effectivement, on regardait la voiture, on regardait la montre, les bijoux et le sac à main et la marque des vêtements. Oui, c'était ça maintenant, qui était le signe de richesse, on va commencer à regarder sur l'écran du smartphone par-dessus l'épaule. Donc ça, effectivement, il va falloir commencer à être un petit peu discret. On voit encore assez peu d'écrans de discrétion pour les smartphones. C'est vrai, alors que ça existe, oui. ça existe. Comme pour les ordinateurs portables, par exemple. Comme pour les ordinateurs portables dans le train ou dans l'avion. Mais ça existe aussi pour les smartphones. Et quant aux escroqueries en ligne, eh bien, quand le rendement annoncé est extraordinaire, il faut se poser des questions. Ça, malheureusement, effectivement, on a eu une conférence ce matin sur la réglementation et Mika qui arrive et aussi la loi influenceur en France, c'est aussi une réponse malheureusement à des choses qu'on a trop vues avec des promesses de devenir riche en 48 heures et de sortir des millions de pourcents, ce qui, encore une fois, vise surtout les jeunes et les gens qui... Mais c'est vrai que, et à titre personnel, ça m'arrive aussi, on a tous un moment, qu'on ait 15, 20 ou 30 ans, des points de faiblesse ou un moment dans lequel on va être vulnérable et on ne peut pas le prévoir ça. Soit parce qu'on a un coup de mou dans la vie, on a d'autres problèmes par ailleurs, soit parce qu'on a fait un gros coup et qu'on a réussi un bel investissement et qu'on se dit ça va marcher à tous les coups. Il y a un moment où la confiance s'abaisse. Voilà, ou effectivement un événement dans la vie personnelle qui va faire qu'on va être moins prudent ou prendre trop de risques. Et c'est vrai que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut le rappeler.
Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux enfants et ça n'arrive pas qu'aux seniors. Ouais. D'accord. Et on se parle là, dans une heure, vous avez justement une conférence sur le rôle de la gendarmerie dans l'espace et le cyberespace, justement. J'imagine que vous allez peut-être reprendre une partie de ce qu'on s'est dit là. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à ce niveau-là sur le rôle de la gendarmerie, que ce soit pour rassurer ceux qui nous écoutent ou quelle en a été l'évolution? Ce que vous voulez comme mot de la fin pour cette Écoutez, moi, ce interview? que j'aimerais faire passer comme message, c'est que la gendarmerie, au cours de son histoire, c'est une vieille dame, la gendarmerie. C'est Elle a vrai. plusieurs centaines d'années. Elle a toujours réussi à s'adapter aux évolutions technologiques, à l'arrivée de la voiture, à l'arrivée de l'informatique, de l'Internet, des cryptos. Donc, on forme nos gendarmes, on les équipe, on trouve les bonnes technos, mais on a besoin de partenaires. Et donc, on est tout à fait ouvert pour recevoir des réservistes, les fameux pompiers volontaires, l'équivalent en gendarmerie, pour des partenariats avec des entreprises, avec des chercheurs, pour des signalements aussi sur de nouveaux modes opératoires criminels, délictuels, sur des nouvelles opportunités criminelles ou d'enquête judiciaire. Et puis rappeler qu'on est là aussi pour interpeller des délinquants, des criminels qui ternissent l'image des secteur. cryptos et du D'accord. secteur. Très Absolument. bien. Bon, eh bien, merci beaucoup, colonel, de Merci à cette vous. interview. C'était passionnant et excellente présentation tout à l'heure lors de Surfing. Merci à vous. Merci.